Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. La saison 2025 sur route s'est terminée il y a quelques semaines de cela. Je parle bien sur route parce qu'évidemment la piste, le cyclocross continue, mais on va prendre le temps justement bien dans ce podcast qui est le dernier podcast Chasse Patate de cette année 2025. On va prendre le temps de faire le bilan de cette saison 2025 sur route. Alors regardez, il s'est passé beaucoup de choses, on va prendre le temps. Parce que c'est aussi, comme à chaque mois de novembre, sur le forum du groupe Eto, on organise nos awards, un petit peu nos récompenses annuelles, avec une bonne trentaine de catégories, je crois qu'il y en a 35 même précisément, pour voter coureur de l'année, coureuse de l'année, français de l'année, française de l'année, équipe de l'année, course de l'année, etc. Ça va dans tous les sens jusqu'au moment what the fuck de l'année, bref, il y en a pour tous les goûts. Je vous invite à voter, c'est peu gratuit, juste, voilà, participez sur le forum. C'est important de le dire, et on a les votes qui sont ouverts jusqu'à tout début décembre. Il y a plein de catégories, plein de choix à faire. Et ça permet de faire justement le bilan tous ensemble de cette année 2025. Et donc du coup, on va faire le même exercice dans ce podcast Chasse Patate, avec quelques catégories. On va pas en faire 35 sinon on n'est pas rendu. On va faire donc coureur de l'année, coureuse de l'année, française de l'année, français de l'année, révélation de l'année, puis on verra pour une petite carte blanche à la fin de ce podcast. On va voir tout ça déjà avec notre équipe du jour, je vais vous la présenter. On est avec Mickaël déjà pour commencer. Salut Mickaël. Salut Mathieu, salut à tous. On est aussi avec Geoffrey. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et on complète notre équipe du jour avec Johan. Salut Johan. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ à Chasse Patate. C'est parti. Alors on va donc bien commencer par première catégorie que j'ai évoquée en introduction de ce podcast. On va faire tout simplement qui est le coureur de l'année. Bon, la question risque d'être assez vite pliée, je pense, mais je vous pose comme ça, même si j'ai une petite idée, et on passera peut-être plutôt à qui il est le deuxième homme de l'année, j'imagine, mais comme ça rapidement. Geoffrey, qui est le coureur de l'année. Mathieu Van Der Poel. Quand même. Johan. Le vrai. Ah celui pour lequel tu voterais sur le forum. Harold Terrada, évidemment. Très bien, on note Harold Terrada. Et Mickaël? Joao Almeida. Allez, très bien. Non, mais voilà. Après, Pogacar, Pogaki, pas entendu parler. Vraiment, c'est le mec qui a 9 fois plus de points ici que tout le monde. Le mec, il peut créer 2 World Tours à lui tout seul, là. Oui. Gagner tellement de courses que si on s'en note, si on chercherait à lister toutes ses victoires World Tour de l'année, on pourrait en oublier 2 ou 3. C'est vrai que Tadej Pogacar finit encore une fois le coureur qui a le plus gagné cette saison. Il y en a un peu moins que l'année dernière. L'année dernière, il était à 25. Ce qui est fou, parce que t'as quand même des sprinters genre Magnier qui ont été faire des courses de seconde zone où ça cassait 6 étapes à chaque fois, mais ça suffit pas. Hein. Oui, et puis il a même pas fait comme Isaac Del Toro à enchaîner les victoires sur les courses italiennes de fin de saison. Non, Pogacar, c'est que du World Tour. Plus les championnats. Et 3 Valère Vérésine. Eh oui, allez. Il faut bien un petit extra pour finir la saison. Parce qu'il avait promis de revenir, du coup il était obligé de revenir quand même. Ouais, donc bon, forcément, t'as des Pogacar qui cette saison encore explose tout le monde. Hein. Je m'étais même amusé, si on peut parler d'amusement, mais des fois avec les stats on est un peu fou, à regarder sur le classement UCI 2023-2025, Tadej Pogacar il a fait aussi bien que Movistar. Voilà. Et avec le même sens tactique, ça bien aussi. Je ne dirai rien. Mais et même si on enlève Pogacar, UAE serait quand même première équipe. Donc bon, ça montre quand même aussi toute la domination qu'il y a. Mais bon, après, Pogacar, on en a déjà parlé moult fois. On en avait fait un sujet spécial quand on faisait le débrief du Tour de Lombardie. Donc si vous n'avez pas, écoutez, je vous invite à aller réécouter ce podcast. On avait notamment posé la question, est-ce que Pogacar 2025 est mieux que Pogacar 2024 ?
c'était mitigé. On était plus resté sur un plutôt 2024 devant. Mais on va pas forcément relancer la même question. On va éviter de poser toujours les mêmes questions. Et plutôt vous demander du coup, même si vous avez commencé à me répondre, j'ai l'impression, qui serait du coup le deuxième homme de l'année 2025. On va commencer par Mickaël. Tu nous avais cité Joao Almeida. Pourquoi? Alors, si c'est bien ton choix définitif, hein, du coup, derrière Tadej Pogačar, mais pourquoi est-ce que tu citerais Joao Almeida, pardon, en deuxième homme de l'année derrière Tadej Pogačar? Globalement, parce que il a su capitaliser. Parce que bon, quand tu passes derrière Pogačar, bah forcément, tu dois basculer sur d'autres objectifs. Mais il a su profiter de cela, parce que mine de rien, il gagne 3 courses par étape d'une semaine. Deuxième du Tour d'Espagne. Bon, après, deuxième en Algarve et à Valence en début d'année. C'est une saison ultra solide, tout simplement. Oui, ça c'est sûr. Il a réussi à se tailler un bon petit palmarès en étant dans la même équipe que Pogačar, donc les petites miettes qui étaient laissées, il a réussi à aller les chercher, donc c'est vrai que c'est aussi intéressant à noter. Geoffrey, toi tu cites plutôt Mathieu Van Der Poel comme deuxième homme de l'année, même Non, sans comme prendre deuxième, je cite Tadej Pogačar. Ah Mathieu Van Der Poel. Bien sûr. Oui, parce que tu es le défenseur de Mathieu Van Der Poel, officiel de Chasse Patate, évidemment. Bah, et puis, de fait, ça inclut un peu de fin 2024 avec le cyclocross, mais dans sa discipline de prédilection, Mathieu Van Der Poel est invaincu, alors que Tadej Pogačar a perdu les courses. Dont face à Mathieu Van Der Poel. Voilà. Non, plus sérieusement, oui, Mathieu Van Der Poel, parce que l'année qui... Sur déjà le cyclocross, où c'était invaincu, mais après le passage sur la route, il gagnait d'entrée en donnant l'impression qu'il est en stage de reprise plus qu'en course au Samin, puis le doublé Milan-San Remo Paris-Roubaix, dans le cyclisme d'avant, d'il y a encore 5 ans, juste ce doublé-là, ça suffit à être numéro 1 de l'année, presque. Ouais, mais là maintenant, il y a un ovni. C'est ça. Et donc, il y a un coureur qui fait ça, qui en plus gagne d'autres classiques flandriennes. Bon, qui fait que podium au Tour des Flandres, il le gagne pas, mais dans la foulée, il gagne sur le Tour de France, il porte le maillot jaune, et ça suffit quand même pas à être largement numéro 1, c'est dire. Oui, c'est dire la saison de Tadej Pogačar. Puis bon, Pogačar, il est pas prêt de s'arrêter. On sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en effet, Mathieu Van Der Poel, il a pas beaucoup couru, on peut le noter, mais quand il a couru, c'était pour gagner. Hormis à Tirreno Adriatico et les Critériums du Dauphiné où il a été à l'attaque quasiment tout le temps. Et en VTT où ça n'a pas été sa meilleure année, on va dire. Oui, bon, il a fait du VTT. Voilà. Il a voulu tenter. Mais oui, voilà, il a retrouvé la victoire sur le Tour de France, il a retrouvé le maillot jaune, un peu présent sur le Dauphiné, alors qu'il n'était pas encore en pleine possession de ses moyens, mais surtout encore San Remo et Roubaix, avec en plus du coup le triplé à Roubaix. Ah oui, tout à fait. Enfin, ça change de dire, il y a une prestation exceptionnelle qu'on aurait cru peut-être plus jamais retrouver, et il y a quelqu'un qui l'a fait, et c'est pas Pogačar. C'est vrai qu'il faut le noter, est-ce qu'après, justement, par rapport à Mathieu Van Der Poel, puis après, on évoquera un peu j'irai voir Johan quel choix il a fait, mais par rapport à Mathieu Van Der Poel, est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi où Tadej Pogačar, il est intouchable, sauf de peut-être 1 ou 2 noms, comme Mathieu Van Der Poel sur les classiques, et à l'inverse, Mathieu Van Der Poel, sur les classiques, sur son domaine de prédilection, à part Tadej Pogačar, il est intouchable? En tout cas, ça fait une belle opposition de style, et ça donne des matchs qui attisent un peu la curiosité, parce que c'est des gros bourrins, mais pas dans le même type de bourrinage non plus. Oui. On a pu le voir sur Milan-San Remo, sur le Tour des Flandres, sur Paris-Roubaix. Ah, ça s'envoie des peignets, hein. C'est ça. Chaque année, on bat des records de vitesse. On n'est pas rendu. Et du coup, pour peut-être terminer ce petit tour de table sur le deuxième coureur de l'année derrière Tadej Pogačar, Johan, vers qui irait ton vote? Bah moi j'étais parti aussi sur Almeida. Ah donc pas du tout Harold Terrada. Bah non. C'est Scaroni si tu veux. Non mais
Pourquoi Almeida du coup? Parce que le run de course par étape qu'il a fait tout au long de l'année, je le trouve hyper impressionnant. Là, je regardais un peu parce que je me disais Roglic a dû faire un truc dans le genre à un moment. Et je crois qu'en 2023, il enchaîne Tirreno, Catalogne, Giro, qui serait un peu une sorte d'équivalent. Je trouve que cet enchaînement de course par étape, il y a les gens qui donnent la fausse excuse de il a évité Pogacar, mais enfin, il a quand même battu tout le monde après derrière, quoi. C'est pareil, il tombe sur Paris-Nice. sur la Vuelta, voilà, sur Paris-Nice où il était un peu moins en forme, enfin, heureusement qu'il gagne pas tout. Il gagne quand même une arrivée au sommet. Et après, il tombe sur Vingegaard qui est le deuxième meilleur coureur de grand tour de tous les temps avec Pogacar, enfin, donc sur la Vuelta, il gagne pas, bon, c'est pas déshonorant non plus. On l'a vu toute l'année, sur le Tour de France, il aurait été très très fort aussi, parce qu'il était très très fort au début. Moi, je trouve que c'est le coureur qui a marqué le plus l'année et qui est le plus accompli dans ce qu'il a pu faire. Après, oui, Mathieu Van Der Poel fait une très grosse année, mais en fait, c'est standard, je trouve. Après, il est revenu sur le Tour, c'est cool, on a pu le voir, mais t'as plus c'est envie ce de que dit valoriser Geoffrey. Oui, c'est ce que dit Geoffrey. Tu t'habitues au fait qu'il y ait les deux monuments, c'est normal, vas-y, c'est bon. Mais la saison d'Almeida, moi, me marque plus que celle de Van Der Poel. Enfin, ouais, t'as plus envie de valoriser ce que fait Almeida parce que il a fait mieux vraiment que ce qu'il a pu faire par le passé. en tout cas, je trouve qu'il est au sommet de ce il a pu faire et dans sa catégorie, il y a pas, enfin, faut que j'aille chercher des exemples plus anciens pour me dire ah oui, il y a une saison qui peut se comparer à ça. Faudrait que j'aille regarder Richie Porte s'il a déjà fait des trucs un peu dans le genre ou des trucs comme ça, mais ou peut-être des Quintana à certaines époques, faudrait voir, mais j'ai pas forcément 50 000 exemples de coureurs qui a fait des saisons comme ça. Donc. Bon, en tout cas, dans notre petit vote avec vous trois, messieurs, c'est Joao Almeida du coup qui remporte qui remporte le prix. Après, nous, on est fans UAE, donc c'est la des coureurs UAE. Après, si on reste juste sur cette opposition entre guillemets entre Joao Almeida et Mathieu Van Der Poel qui sont un peu qui sont vos deux choix. Mickaël, est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être le fait que Almeida, on l'a vu tout le long de la saison, alors que Van Der Poel a, comme on a pu le dire, assez peu couru. Il a été là sur les classiques. Il a fait 2 finales Tour de France. Il a fait 2e du René Tour derrière. Et entre guillemets, c'est tout. Les saisons de Van Der Poel sont assez light par rapport à ce que peut faire Almeida. Ça compte aussi dans le jugement global de la saison. Oui, il y a de ça. Après, Van Der Poel comme Almeida, on tombe sur les saisons qu'ils font tous les deux, on tombe sur des années où il n'y a pas un ogre qui ramasse autant. C'est sans problème coureur de l'année. Après, bah quand quelqu'un cannibalise tout ça, bah forcément c'est compliqué parce que bon, c'est vrai que la saison de Van Der Poel, bon, on en rêve tous les jours, hein. On va pas se mentir. C'est quand même très très solide, hein. Voyager à 2 monuments, déjà 2 monuments déjà, bon. Une fois qu'on a dit ça, c'est déjà pas mal. Et il y a 2 autres Croix El Samin en bonus, deux autres victoires encore. Il court peu, mais il rentabilise très bien. Désolé, vous dites il court peu, mais Joao Almeida, décembre, janvier, il a pas gagné grand-chose. Hein. C'est vrai. Les critériums en Belgique, là Mais bon, après c'est vrai que ce qu'on peut mettre un peu plus en faveur de Van Der Poel par rapport à Almeida, c'est qu'Almeida il lui manque peut-être une victoire majeure par rapport à ce que peut avoir Mathieu Van Der Poel. Almeida, il y a en effet ce bel enchaînement de courses par étapes, Pays Basque, Romandie, Tour de Suisse, puis la 2e place sur la Vuelta, mais il n'y a pas une grosse victoire majeure, que ce soit sur un grand tour, un monument, etc., qu'on peut peut-être un peu plus facilement valoriser. C'est ça aussi peut-être éventuellement qu'on pourrait éventuellement noter. Après c'est vrai que j'avais essayé de me plier un petit peu à l'exercice en réfléchissant en amont de ce podcast et je me disais bon, le truc c'est que derrière Pogacar, j'avais pas l'impression qu'il y ait vraiment un nom qui ressorte en particulier avec il y avait en effet Almeida qui a gagné beaucoup de courses par étapes, Van Der Poel qui fait un doublé sur les monuments et ça forcément on peut pas l'oublier. On a Vingegaard qui gagne la Vuelta, qui fait 2e du Tour de France. Bon bah forcément on peut pas non plus le mettre complètement de côté, c'est pas une saison qui est catastrophique non plus.
J'ai noté un Mats Pedersen qui a été présent à peu près tout le long de la saison, mais qui a pas gagné le monument. Puis après, je me suis dit, est-ce qu'on élargirait pas à aller chercher un Tim Merlier qui a été peut-être le meilleur sprinter de la saison. J'ai envie de dire que moi, comme ça, il y a pas mal de noms qui me venaient. Il y a beaucoup de coureurs qui sont pas exactement sur le même domaine, donc après les comparaisons, c'est oui, c'est compliqué. Un petit peu compliqué. Forcément, ouais. C'est là où c'est plus compliqué et que ne serait-ce qu'un Tim Merlier par exemple côté sprinter, on va moins facilement le mettre en avant que ce que fait un grimpeur, un puncher, etc. Bah par exemple, t'as au classement, dans les classements, tu peux avoir des Isaac Del Toro qui se retrouvent sur les classements de différents rankings, deuxième ou troisième des classements. Mais c'est beaucoup de victoires en demi-classique italienne. Est-ce que du coup tu considères que c'est le deuxième coureur de l'année alors qu'il a 70 000 victoires là sur des courses, ou est-ce que tu valorises sur les grands monuments et du coup en soi Vingegaard il a fait Tour, Vuelta, c'est comme les deux très gros trucs. Enfin, c'est pas évident. Après c'est sur le jeu de faire des classements de lui, il est mieux que lui en fait. Ouais. Bon, c'est rigolo, mais c'est toujours un peu vain, quoi. L'avantage, c'est qu'avec Pogacar, c'est Oui. pas trop compliqué de savoir qui est le numéro 1. Au moins, le truc le plus facile qui était avec lui. Pogacar, l'équipe, voilà, c'est bon, moi c'est... Voilà. Bon, après, il y a peut-être d'autres coureurs qu'on a cités sur lesquels on pourra revenir un petit peu plus tard éventuellement, notamment du côté de la carte blanche. On va passer maintenant au pendant féminin, qui est la coureuse de l'année. Là, j'imagine qu'il y aura peut-être un petit peu plus de suspense. Il n'y a pas une coureuse qui a ultra dominé la saison. Geoffrey, tiens, pour commencer, quel serait ton choix? Vers qui irait ton vote, toi, pour dire c'est la coureuse de la saison? C'est qui pour toi? Alors, mon choix s'orienterait vers Pauline Ferrand-Prévot. Ça n'a pas été la saison la plus longue ou la plus dense qu'on ait connue ces dernières années, mais Paris-Roubaix et le Tour de France, quoi. Les deux gagnés la même année. Ouais, moi, donc... ça suffit. Enfin, c'est la J'allais dire principale juste, course. entre guillemets, mais c'est déjà beaucoup. Ouais, mais si on compte, on va dire, si on compte pas les étapes, elle a les étapes de montagne du Tour de France et le général du Tour de France. Elle a une classique, mais enfin voilà, quoi, c'est la plus grande course par étape, c'est la plus grande des classiques. Y a pas photo, quoi. Chez les femmes, forcément, Paris-Roubaix est très récent, le Tour de France, dans son retour aussi, donc on n'a pas de comparaison historique, mais chez les hommes, c'est un doublé la même année, qui est pas arrivé très souvent. Le dernier en date, c'est Bernard Hinault. Bernard Hinault, ouais. 81. Et sinon, bon, j'imagine que Merckx l'a fait, hein. J'ai pas les dates en tête, mais c'est la carte Joker. Je les ai plus en tête non plus, mais ce serait surprenant qu'il l'ait pas fait. Ouais, vu le nombre de fois où il a remporté tout ça. Quelle année? Mais c'est vrai que oui. En 70 au moins. Et 70. quelle année? 70. 70. Bah très bien, voilà. Merci, on fait une petite stat collaborative. Merci messieurs, merci Mickaël. C'est vrai que oui, Pauline Ferrand-Prévot, elle a pas beaucoup gagné entre guillemets. En dehors de Tour de France et Paris-Roubaix, elle n'a pas gagné, mais elle a quand même remporté ses deux principaux objectifs. Et c'est aussi un petit peu à l'image de ce qu'elle a déjà pu montrer par le passé, notamment en VTT. C'est une coureuse qui sait excellemment bien cibler ses objectifs, et elle l'a montré cette année. Et puis il y avait le podium plus ou moins à son retour au Strade Bianche, et la deuxième place Au Tour des Flandres. très inattendue au Tour des Flandres. Donc voilà quoi, quel retour. Oui, c'est vrai qu'il faut le prendre en compte en tant que retour aussi. C'est ça qui est aussi intéressant, pas forcément pour juger sa saison en tant que telle, mais pour le mettre sur le prisme de Pauline Ferrand-Prévot, ce qu'elle a réussi. C'est quand même assez costaud, assez intéressant. Ah bah si on compare à ses résultats sur route de l'année d'avant. Ah bah l'année d'avant, c'est un petit peu moins marquant sur route, en effet, oui. Elle était au départ des mondiaux. Voilà. Et voilà. C'est sûr que ça change. Mickaël, toi, pour toi, qui est la coureuse de l'année 2025? Lorena Vibes, parce que je sais même pas, je crois pas qu'elle ait perdu un sprint massif de l'année, et elle a gagné 25 fois. Et quand t'es fait des podiums, c'est d'étapes ou de grandes courses, c'est parce qu'elle règle le peloton derrière, parce qu'elle a pas pu jouer la victoire.
c'est simplement monstrueux, quoi. C'est un sprinter qui gagne tout, ce qui est tous les sprints massifs qu'il dispute, et même pour les places d'honneur, il les gagne. C'est exceptionnel. C'est ça que j'ai voulu valoriser. Pour PFP, c'est vrai que je veux dire, c'est presque comme Van Der Poel en fait. C'est vrai que ça a peu couru, c'est une très grosse qualité, mais je me suis dit si Vibes avec une saison pareille, on la met pas coureuse de l'année, des sprinters, on va pas souvent les mettre coureurs de l'année. C'est à peu près, c'est 50 jours de course à peu près, donc c'est un jour sur deux des victoires, quoi. Ouais, c'est pas mal. Le ratio, il est quand même plus que correct. Puis après, en plus, tu prends les à côté, elle est championne du monde de gravel, sur piste, elle gagne quoi, le scratch et Là, en fin de saison, elle est championne du monde de l'Omnium et du scratch, et en début de saison, championne d'Europe, de l'Omnium. Et elle se fait la clavicule alors qu'elle était en tête de la Madison. Oui. Au mondiaux, ouais, c'est vrai. Oui. Et aussi quand même une grande victoire pour elle courant septembre. Oui, tout à fait, puisqu'elle a remporté le CIMAC Ladies Tour, qui est la course par étape World Tour aux Pays-Bas. C'est important à noter, en effet. Elle a pas passé loin du Grand Chelem. Heureusement, elle le complète après, une semaine après, avec une petite course dans le nord de la France. Mais ouais, c'est sûr que Lorena Wiebes, je suis allé regarder la dernière fois qu'elle n'a pas gagné un sprint, c'était l'année dernière, dernière course de la saison, dernière étape du CIMAC Ladies Tour, où elle laisse la victoire à Lotte Kopecky. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est ne pas gagner un sprint? Je suis pas sûr, sinon c'était l'année dernière sur le Tour de France, où elle n'avait pas gagné, notamment la deuxième étape face à Charlotte Cole. Ouais, puis l'année dernière sur le Tour de Grande-Bretagne aussi, c'était rigolo. Oui, il y a un autre sprint qui n'avait pas été gagné. Oui, en essayant de chercher laisser la victoire à Christine Majerus, et c'est voilà. Rosman Gannon qui avait gagné. Voilà. Donc ça fait partie des moments un peu what the fuck qui ont été pas mal notés l'année dernière, et cette année il y en a des costauds aussi. Hein. Parce que l'année dernière, il y avait aussi le sprint en peloton réduit dans l'Amstel qu'elle n'avait pas gagné non plus de façon magnifique. Oui, voilà. Là cette année, ça va. Elle a pas fait n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'en effet, il y a ce côté où comme le disait Mickaël, si une sprinteuse, avec la saison qu'elle fait, qui gagne à peu près tout, qui gagne un jour sur deux, n'est pas la coureuse de l'année, c'est vrai que c'est peut-être aussi compliqué de dire à un moment que un sprinter pourra être nommé coureuse de l'année. Elle remporte aussi un monument, elle gagne San Remo, elle gagne Gent-Wevelgem, elle fait 3ème de Paris-Roubaix derrière. Donc il y a aussi tout ça qui est important à valoriser également. Johan, toi pour finir, quel serait ton choix pour la coureuse de l'année? Moi je suis assez d'accord sur Lorena Wiebes, qui je trouve fait une saison qui est à peu près irréprochable. C'est dur de lui dire t'aurais dû gagner ça en plus, t'aurais pu gagner ça. Donc peut-être qu'il y a un moment il y a un Paris-Roubaix qui tombera ou un truc dans ce genre, mais bon, enfin ça gagne quand même un paquet de grosses classiques. Ça gagne des courses un peu partout, ça se met à faire du Kirsten Wild à aller gagner des courses sur piste, donc je trouve que la saison est quand même impeccable là où alors c'est dur par rapport à Ferrand-Prévot parce que Ferrand-Prévot gagne les deux plus grosses courses en gros, donc forcément la saison est pleinement accomplie, mais il y a une présence aussi tout le long dans la Wiebes qui est assez marquante. Si on doit comparer Wiebes et Ferrand-Prévot, qui bon visiblement sont pour vous les deux coureuses marquantes de 2025, c'est Pauline Ferrand-Prévot, elle a les plus gros pics, mais Lorena Wiebes, elle a gagné tout au long de la saison, elle a une constance qui a été marquante aussi, c'est ça? En fait, c'est un peu les deux coureuses qui n'ont pas d'échec, enfin, qui ont gagné tout ce qu'elles devaient gagner. Et Ferrand-Prévot, on pourra débattre elle pourra avoir plus de classiques ou les mondiaux, machin. Même si c'est dur de se mobiliser pour les mondiaux après, après des années, je pense. Mais c'est vraiment les deux coureuses qui là ont été au
top de leur carrière, qui ont gagné tout ce qu'ils devaient gagner, et puis qui ont marqué la saison. Là où t'as des Vollering est numéro 1 mondial, mais en soi il y a des échecs sur certaines classiques et sur le Tour de France. T'as des Rosser, des Elisa Longo-Borghini qui ressortent, mais pareil, qui ont des moments de plus ou moins bien, donc c'est un peu plus variable. Là, c'est vraiment les deux qui ressortent en tant que pleinement accomplis dans leur profil et dans leurs objectifs. Ouais, ça c'est vrai, forcément, c'est deux saisons un petit peu différentes, mais l'effet... Elles se sont dit bonjour un peu à Quimper, et puis après, sinon... Et c'est vrai qu'à Quimper, elles étaient face à face. Parce que Lorena Wiebes qui commence à montrer qu'elle est pas que sprinteuse en plus, hein, elle est deuxième justement de l'étape à Quimper, où elle règle le sprint du peloton, elle est pas loin d'être dans la bagarre pour la victoire à Plumelec le premier jour. Donc est-ce que limite pour Lorena Wiebes on n'est pas en train de voir la même progression qu'on a vu ces dernières années pour Lotte Kopecky? C'est-à-dire à la base plutôt sprinteuse et puis au fur et à mesure qui commence à gagner partout? Oui, non, mais non. Enfin, non, d'accord. Non, mais, non, mais c'est bien de dire que j'ai des questions cons des fois aussi. Hein. Kopecky à la base, c'est quand même déjà une classic man qui passe sur le Tour des Flandres, qui passe des côtes, qui passe machin, qui passe fort sur des côtes. Wiebes, elle a un moteur monstrueux, donc elle arrive à passer des bosses, elle arrive à ce qu'elle est un petit peu partout. On verra sur le prochain Tour de France qu'elle arrive à passer comme étape de moyenne montagne, mais elle n'ira jamais gagner en haut d'un col face à des grimpeuses. Oui. Oui, c'est vrai que gagner en haut d'un col, c'est encore autre chose. De toute façon, ça se voit aussi un peu sur le chrono où Wiebes, elle marque un peu plus vite ses limites qu'une Kopecky était quand même plus costaud que ça sur des contre la montre. Mmh. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi d'un autre côté pour Wiebes qui essaye d'aller progresser sur d'autres terrains, le côté de se dire bon bah en sprint de toute façon je peux rien faire de mieux, autant essayer d'aller gagner sur d'autres terrains. Il y a peut-être ça. Maintenant la marge de progression c'est quoi? C'est sur les classiques, un Tour des Flandres, un Paris-Roubaix, l'Amstel Gold Race, il me semble qu'elle l'a déjà à son palmarès. Enfin, Oui. en tout cas, lever les bras en première position. Elle peut gagner l'Amstel oui. Gold Race. Mais de toute façon, voilà. C'est toutes les classiques un peu flandriennes où elle peut avoir sa carte, un Milan-San Remo, tout ça qu'elle a gagné d'ailleurs. Mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Elle a que 26 ans. Globalement, c'est en gros c'est Tour des Flandres Roubaix qu'elle peut viser maintenant. Oui, parce qu'elle a déjà San Remo et Fourmi. Voilà. Fallait qu'il cite le nom, hein. À défaut du Tour de Lombardie, il faut bien un monument en fin de saison. Hein. Mais bon, c'est une saison assez impressionnante. Donc bon, si on fait le même bilan que chez les hommes, là, c'est plutôt victoire pour Lorena Wiebes. S'il y avait besoin de départager, j'aurais donné mon point aussi à Lorena Wiebes. Et il y a ce duel Wiebes-PFP. Derrière, il y a pas mal d'autres noms, mais ça vient derrière en... Après, du coup, ça fait 3e position sur l'année. Vous avez cité des Marlene Reusser, des Elisa Longo-Borghini, Demi Vollering. Je crois que Geoffrey t'avais noté de côté aussi une Kim Lecourt, par exemple. Oui, s'il y avait un autre nom à citer derrière, parce que côté masculin, on a digressé un peu derrière qui était derrière Pogacar, et la saison de Kim Lecourt, enfin, la continuité de sa progression a bien été marquée cette année avec la victoire à Liège, le Tour de France qu'elle fait avec l'étape qui est gagnée avec le maillot jaune. C'est aussi une saison qui était très intéressante à suivre de sa part et qui donne l'impression qu'elle peut continuer à encore progresser. Donc ça oui. est vraiment curieux de ce qu'elle sera en mesure de faire l'année prochaine. Forcément, ça va être une coureuse très intéressante à suivre, à garder à l'œil au sein de l'équipe AG Insurance Soudal en 2026. Donc on a parlé des coureuses de l'année, on va passer à la partie française, tricolore. On va rester déjà chez les femmes. Bon du coup, si vous avez pas mal cité Pauline Ferrand-Prévot comme possible coureuse de l'année, j'imagine que ça va être le choix numéro 1 comme française de l'année. Là, il va pas y avoir trop de débat non plus. Je me trompe pas. J'ai pas vu d'autres coureuses qui a gagné le Tour de France. Moi de mon vivant, j'en ai pas vu non plus. Ni chez les hommes. Du coup, bon, ça fait que forcément le vote qui est la française de l'année, on a déjà pu y répondre avec Pauline Ferrand-Prévot, mais on va poser un petit peu la même question. Est-ce que derrière, il y en a une qui ressort un petit peu du lot?
Geoffrey, qui est-ce que tu aurais envie de mettre en avant comme ça, côté tricolore, derrière Pauline Ferrand-Prévot? Comme justement, il n'y en a pas une qui ressort du lot parmi les autres, qui aurait débat à en citer potentiellement 3 ou 4 qui ont fait des belles choses. J'avais envie de parler de Célia Géry, qui est clairement pas en lice pour une potentielle meilleure française de l'année, mais en meilleur espoir français, pourquoi pas. Avec les belles prestations qu'elle a faites, tant en cyclocross que sur la route, avec des belles places tout au long de l'année, et ce titre de championne du monde espoir. Obtenu de très belle manière, hein, avec elle doit beaucoup à Marion Bunel pour ce titre. Ouais. Mais ça laisse espérer de bonnes choses pour la suite, et enfin voilà quoi, elle sort des rangs juniors et déjà il y a ces résultats là qui arrivent, donc Oui, tout à fait. Vivement la suite. C'est vrai que c'est important à noter. L'année dernière, elle était junior, et c'est sa première saison chez les élites, et voilà, elle se retrouve championne du monde espoir. Elle avait été championne d'Europe du cyclocross espoir l'hiver dernier également. Puis elle a cherché notamment ses 3 victoires d'étape sur le Tour de l'Avenir. Elle a commencé à pointer le bout de son nez également tout au long de la saison. On va commencer à la suivre, mais bon, j'anticipe la carte blanche de tout à l'heure, mais Célia Géry, elle pourrait tout à fait correspondre pour le vote de la jeune coureuse de l'année internationale, quoi. Tout à fait. Mickaël, toi, quel serait le nom, ou peut-être les noms qui sortiraient du lot pour toi, derrière Pauline Ferrand-Prévot, pour la catégorie française de l'année? Alors j'ai choisi Juliette Labousse. Bon, malheureusement, il n'y a pas de victoire, mais Si. Le relais mixte au championnat d'Europe. C'est vrai qu'elle est en ligne. Mais c'est vrai. Il y a, bon, malheureusement, pas de victoire individuelle, mais une belle saison. Elle a été à pas mal de top 5, top 10, surtout que sur quand même une bonne partie de course, elle était coéquipière de Vollering, donc forcément, bah, elle avait pas le premier rôle. Le reste du temps, elle a été assez régulière. Il n'y a pas eu trop de trous. Après, je vais être honnête, c'est vrai que derrière Pauline Ferrand-Prévot, c'est vrai que on peut citer 4-5 noms si on a envie, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une Française qui a gagné beaucoup de victoires, parce que chez les femmes, Ferrand-Prévot, bah, elle a gagné 4 fois. Derrière, personne n'a gagné plus de 2. Donc Maëva Skiba, en 2 jours, c'est la deuxième Française la plus victorieuse de l'année. C'est vrai. Et après, c'est Clara Copponi qui a gagné la Schwalbe One Day Classic en janvier, et le Grand Prix Mazda en début juin en Belgique. Mais oui, en effet, c'est vrai que Juliette Labousse, ça a une certaine constance, et puis ça s'illustre aussi. Alors tout classement sur l'ensemble de la saison a forcément ses biais, mais Juliette Labousse sur le classement UCI 2025 est la première française devant même Pauline Ferrand-Prévot, parce que elle a été présente un petit peu tout au long de la saison, elle a davantage couru. Belle illustration des limites du classement UCI. Après, ça dépend. On l'a vu aussi très très fort sur certaines classiques, notamment l'Estradier ou l'Amstel, où le niveau était quand même très 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 haut. Oui, tout à fait. Elle fait 4ème d'Estrade Bianche, 4ème de l'Amstel Gold Race, elle fait 5ème de la Vuelta, 5ème du Tour de Burgos, top 10 également au Tour de France. Après voilà, il y a que entre guillemets le Tour d'Italie où elle est passée à côté parce qu'elle était malade, il me semble. Et, pas mal de malades au sein de l'équipe FDJ Suez. Mais sinon il y a quand même une certaine constance en effet qu'on peut noter. Et Johan, toi justement, comme nom derrière Pauline Ferrand-Prévot, est-ce que y en a une qui te vient particulièrement en tête? Juliette Labousse ou peut-être une autre? Alors, c'est un choix un peu particulier parce que c'est pas un choix qui vient un choix de résultat, même s'il y a un gros résultat au milieu. C'est Marie Lenette, qui je trouve a été la meilleure équipière du peloton féminin cette année. Vraiment très très forte, très constante, très présente pour son équipe. Qui moi une des courses, enfin je pense que c'est la course française que j'ai eu le plus de plaisir à suivre sur cette saison, et dont la progression physique moi m'a vraiment fait énormément plaisir, et je suis content qu'il y ait un titre de champion de France pour récompenser ça au milieu. C'est vrai que oui, le titre de championne de France. Puis en août, je me souviens l'avoir vu un petit peu sur le Tour de Pologne, notamment, passer pas très loin de la victoire.
T'étais là, Oui, commençait parce à me qu'elle dire avait que plus on la voit pas souvent en tant que leader, et là, c'était une course où elle avait pu avoir sa chance. Entre guillemets, c'est que le Tour de Pologne, mais c'est déjà bien important à noter. Oui, oui, de toute façon, je pense qu'il y a enfin, en se développant, il y aura des moments où elle va se retrouver dans des positions où elle va pouvoir jouer sa carte de temps en temps, ponctuellement, et puis peut-être avoir ponctuellement un gros résultat avec ça. Mais en tout cas, je trouve qu'elle a eu une super attitude toute l'année, et que vraiment elle a été très bien dans le peloton et très bien dans son équipe, et que sa section Tour de France, qui a été en balance à un moment, je trouvais que c'était quand même une évidence de la prendre sur la course, quoi. Même sur la Vuelta, on l'a vu grimper des cols sur les derniers jours pour tirer le peloton jusqu'au bout pour Demi Vollering. Enfin, était vraiment très très bien cette année. C'est important de le noter, t'as raison, il y a pas mal de rôles différents, et Donc c'est aussi sa première année où elle fait uniquement de la route. oui, en effet, oui, parce qu'elle est pistarde, mais elle s'est concentrée complètement sur la route cette année, pas de compétition sur piste. Donc je sais pas si c'est prévu les prochaines années de continuer à se concentrer complètement sur la route. Peut-être qu'elle retournera sur la piste, mais là c'était prévu qu'elle soit sans focus route, et il y avait enfin, comme c'était déjà à Paris aussi, ça a beaucoup de place. Oui, forcément. Mais voilà, on peut dire en tout cas de s'être concentré sur la route, ça a quand même plutôt pas mal payé. Donc c'est intéressant à noter. Après bon, forcément dans les autres noms qu'on peut citer, vous en avez cité quelques-unes, notamment Maëva Skiban qui a remporté 2 victoires d'étape sur le Tour de France. C'est toujours très bien. On a une Cédrine Carbaol aussi qui est allée faire une saison assez complète, top 10 sur le Tour de France, top 5 à la Volta, top 5 à Liège-Bastogne-Liège par exemple. Non, mais on mange bien chez les filles en ce moment, hein, parce que là t'as Vita Mesic qui fait une saison un peu moyenne, et tu fais, c'est décevant, mais t'as quand même à côté t'en as plein d'autres qui gagnent des trucs, même sans faire en prévôt, t'as plein de courses françaises devant. Quand tu penses à ce qu'il y a quelques années où à part quand on Rago à son top qui arrive à titiller un peu des fois, ou des trucs comme ça, c'était pas la même, hein. Ouais, là il y a de la progression. Ce qui arrive derrière, ouais. Ouf, ça, c'est pas mal, hein. Ouais, Tu te dis dans les pelotons féminins dans 10 ans où tu auras 8 françaises dans un groupe de 10, ça va être rigolo en montagne, hein. Ouais, parce que Geoffrey citait Célia Géry, on a Marion Bunel qui est bien aussi, hein. Puis bon, forcément, on va pas pouvoir te citer toutes les jeunes françaises prometteuses, mais il y a pas mal de noms, pas mal de noms très 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 intéressants. Donc ça donne envie de voir la suite, évidemment. Après donc les françaises de l'année, on va passer au pendant masculin. Là, j'imagine que à nouveau il y aura un petit peu plus de suspense. On enchaîne les catégories, pas de suspense, pas de suspense. Quel serait votre choix, messieurs? Johan, je vais te laisser commencer. Ça serait qui pour toi le coureur français de cette année 2025? Bah pour moi, le coureur français qui a été le plus marquant en 2025, qui a été au plus haut niveau en 2025, c'est Kevin Vauquelin, qui a fait une saison formidable, qui a été très très fort sur le Tour de Suisse, qui a été très très fort sur le Tour de France. Enfin, l'engouement qu'il a créé sur le Tour de France, franchement, c'était quel plaisir, quoi. En plus, qui a vraiment marqué de sa présence, que ce soit en course, que ce soit en interview, un petit peu partout, qui gagne quand même qui gagne quand même 2 classements de course par étape en dehors de ça, qui gagne quand même l'étoile de Bessèges et le région Pays de la Loire Tour. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Voilà, qui sent un Almeida stratosphérique, qui gagne le Tour de Suisse aussi, enfin, qui a jamais craqué au Tour de France, qui a quand même sorti des très grosses perfs, et ça, enfin, là, dans un moment où Bardet prend sa retraite, tout le monde prend sa retraite, toute une génération qui annonce qu'ils vont partir, tu disais, bah, attends, qu'est-ce qui arrive derrière? C'est que ça, c'est très très loin. Oui, il y a des jeunes de 18, 20 ans, mais ça fait un peu loin, bah, t'as quand même le gars au milieu qui est arrivé, et puis, bah oui, moi, je peux jouer classement généraux, je peux jouer course par étape, un top 5 de grand tour, c'est dans mes cordes, enfin, et ça faisait très très plaisir. Et il est le vainqueur moral de la Flèche Wallonne. Aussi. Oui, si on doit dire, il est le vainqueur derrière Pogacar, il est, oui, forcément, deuxième à nouveau. Si t'enlèves les UAE, il gagne pas mal de courses, hein. Ouais, Tour de Suisse, la Flèche Wallonne, c'est déjà rien que ça, c'est quand même pas mal. En effet. Il fait une folle saison alors que sa saison est terminée fin juillet. En plus, c'est ça qui est fou,
C'est ça qui est le plus terrible. En plus, c'est vraiment une blessure à la con. Il se blesse, je sais plus vraiment la blessure qu'il a, mais il se blesse bêtement en descendant les escaliers, un truc comme ça. Bah, il y a des sous-entendus qui étaient bourrés, non? Lui assure que non. Donc, il y a eu des rumeurs sur comme quoi, ouais. Moi, j'ai envie de le croire, mais c'est mon côté naïf. Mais bon, après, je pense que vu le Tour de France qu'il a fait, il a le droit, mais... Oui, oui. Franchement, c'était quand même assez impressionnant. Puis oui, tu parles de l'engouement pour se retrouver à avoir un coureur qui a sa tête sur une montgolfière. Ouais, c'est vraiment un des moments qui m'a le plus marqué de la saison. C'est le truc est incroyable. C'était quelque chose, hein. La Vauclin Mania. Franchement, c'était assez chouette à suivre. Mais pour continuer, Mickaël, toi, quel serait ton choix pour le Français de l'année? J'ai beaucoup hésité effectivement avec Vauclin, mais j'ai choisi Paul Magnier. Bon, je vais être honnête, le 1er septembre, j'aurais sûrement pas dit ça. Mais après, il a gagné Fourmi, donc forcément. Ouais, après, Fourmi, il a lancé une série, je sais pas, ça doit être genre 14 victoires en un peu plus d'un mois, une série folle. Il était imbattable presque au sprint. 19 victoires sur l'année. Bon, c'est-à-dire, il y a que Pogačar qui fait mieux. Donc bon, ça veut dire quelque chose quand même. Et en World Tour, bon, c'était certes entre guillemets que le Tour de Gdańsk, mais il avait 5 étapes, il a gagné les 5. Non, c'est très bonne nouvelle pour le sprint français, avec une génération qui, avec Arnaud Demar, maintenant, et avec Coquard, bon, il est pas retraité, mais c'est quand même plus compliqué. Paul Magnier incarne la relève. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu la même chose que ce que disait Johan au niveau de la montagne. Romain Bardet-Départ, qu'est-ce qu'on va voir derrière? Paf, Kevin Vauclin qui fait 2e du Tour de Suisse, 7e du Tour de France. Là, côté sprint, bon, Arnaud Démare part, puis ça fait un petit moment qu'il était plus vraiment à son top. Et paf, Paul Magnier qui enchaîne 19 victoires sur l'année, 14 en un mois. Bon, il a pas mal il a fait toute une moisson, Tour de Slovaquie, Tour de Croatie et Tour de Guangxi, mais il faut quand même le faire. C'est pas rien. Et il avait ouvert son compteur World Tour en août également sur le Tour de Pologne. Après avoir fait son premier grand tour également, lui qui avait disputé le Tour d'Italie en ce début d'année. Donc c'est vrai que c'est aussi assez intéressant. Geoffrey, pour terminer sur les Français de l'année, pour avoir les avis de tout le monde, plutôt Magnier, plutôt Vauclin ou un autre nom? Plutôt un choix compliqué entre les deux, parce que d'un côté il y en a un qui a gagné à Fourmi, mais de l'autre c'est un ancien poursuiteur, donc le choix est compliqué à faire. Le choix entre le cœur et le cœur. Non, mais après voilà quoi, les deux ont fait des perfs énormes, au-delà de ce qu'on attendait, et on a envie de les voir continuer à briller comme ça. Kevin Vauclin, maintenant, il aura plus l'aspect surprise, il arrive, on sait pas jusqu'où il peut aller, parce qu'on voit déjà ce qu'il a fait, donc ça serait intéressant de le voir dans un autre rôle, et dans une autre équipe aussi. Tout à fait, parce alors c'était déjà prévu, parce il aurait signé dès le printemps, je crois, mais Kevin Vauclin ne sera plus chez Arkea, qui n'existera plus l'an prochain, mais Kevin Vauclin rejoindra l'équipe Ineos Grenadier l'année prochaine. Qui sera quasiment une équipe française, hein, parce qu'il y aura que des Français et puis sponsors français. Il y a les équipes françaises qui ont moins de coureurs français, oui. Oui, voilà. Mais bon, G2R. Quand on sait ce que cette équipe a su faire historiquement avec des anciens poursuiteurs, qui d'abord sont pour trouver à être pas mal sur les classiques. Il y a une marge de progression intéressante, quoi. Voilà. Maintenant, Paul Magnier, on verra ce que ça fera avec plus de présence dans des courses World Tour, avec de réels adversaires. Mais voilà, quoi, on sait que il a que 21 ans et les premières participations aux grandes courses permettent de passer un cap. Et on va voir ce qu'il va donner dans l'avenir, parce que a priori en courant plus souvent au plus haut niveau, ça devrait être compliqué pour lui ne serait-ce que d'avoir 12 ou 13 victoires l'année prochaine. Oui. Surtout que sur la majorité des courses sur le tour, il y a de moins en moins d'occasions pour sprinters. Mais quand même, c'est un petit peu le même constat qu'on peut faire pour les deux, c'est
Kevin Vauquelin, Paul Magnier, ils ont fait une très belle saison, à des niveaux, des échelles, des catégories différentes un petit peu, on peut dire. Maintenant, c'est à voir qu'est-ce qui va se passer pour eux pour la suite, avec des changements différents. Kevin Vauquelin qui change d'équipe et qui doit aussi confirmer, j'imagine, en haute montagne sur les courses par étapes. Aussi, déjà faire un choix. Est-ce que ça va être un peu plus les classiques, un peu plus les courses par étapes d'une semaine, un peu plus les grands tours, et Paul Magny de son côté, au sortir de cette saison à 19 victoires, qu'est-ce qu'il va faire en 2026, avec le bémol que il a dans son équipe un certain Tim Merlier, qui est au moins l'un des 2 meilleurs sprinteurs du peloton actuel. Donc il y a peut-être un peu moins de possibilités. Ouais, mais il y a plus Evenepoel, ça libère aussi de l'espace pour aller sur les grosses courses. C'est vrai. Sans qu'il y ait un pôle de classement général dans l'équipe, quoi. C'est vrai que c'est aussi important à noter du côté de la Soudal Quick-Step. Mais ouais, il y a pas mal de choses. Et, c'est vrai que, un peu comme quand je vous avais posé la question, qui serait le deuxième coureur de l'année derrière Tadej Pogačar, j'avais réfléchi un peu français de l'année. Bon, j'avais pas mal de noms qui me venaient. Il y avait du Vauquelin, oui, il y avait du Magnier, oui. J'avais pensé aussi à Lenny Martinez, qui gagne 3 fois sur des courses par étapes World Tour, qui gagne à Paris-Nice, Tour de Romandie et Critérium du Dauphiné, dont 2 fois sans être en échappé, ce qui est pas rien. Romain Grégoire, qui t'a donné un autre nom aussi. Un Romain Grégoire, voilà, qui... Parce que bon, il gagne en Ardèche grâce au rond-point. Mais il sait lire un roadbook, c'est important. C'est ça, mais après il y a son étape au Tour de Suisse. Et alors on pourrait dire c'est que le Tour de Grande-Bretagne, mais quand on regarde le classement général et devant qui il est, c'est pas mal. Enfin, ouais, se dire j'ai gagné une course par étape d'une semaine devant Evenepoel, Alaphilippe, Oscar Onley. Moi je veux bien, perso. Même sur le reste de la saison, Milan Soremo, il a quasiment accroché le train de Pogačar. Oui, c'était le dernier Tour de France, son Tour de France, il est assez fou. Enfin, pour le coup, si t'as un Français qui a joué, enfin, encore plus que Magnier, pour le coup, lui, il a vraiment joué devant avec les leaders pour essayer de gagner les plus grosses courses. Un peu comme Vauquelin, c'est pas pour ça que les deux se retrouvaient un peu en confrontation, c'est que les deux étaient à un niveau assez exceptionnel. Ça, puis tu disais le début du tour, mais sur la fin aussi, parce que l'étape de Pontarlier... ça, il se l'est fait voler, hein, franchement. On regrettait vraiment sa chute. Ah ouais. Ah là, il était quasiment chez lui, en plus. C'est, ouais, certainement le gros regret de sa saison. Mais ouais, c'est vrai que, on peut dire au final, pour le bilan global des coureurs français, il n'y a pas une victoire marquante. Donc il n'y a pas quelque chose qui ressort vraiment du lot, mais il y a beaucoup de coureurs qui ont fait une saison extrêmement intéressante, avec Vauquelin, Magnier, si on rajoute Grégoire, j'avais envie de rajouter aussi un Lenny Martinez par exemple, je sais pas, un Nicolas Prodhomme qui a allé gagner sur le Giro, un Valentin Paré-Peintre qui a gagné au Mont Ventoux, un Émilien Janière qui est de plus en plus présent et qui a de plus en plus de résultats aussi. Oui, voilà. Enfin, il y en a beaucoup qui ont des bons trucs. Tout à fait, hein. Ça change d'une année 2013 où Christophe Riblon a été élu coureur français de l'année juste avec une victoire en échappée, quoi. On a monté en gamme. Là, oui. Après, c'est un peu la victoire du siècle, celle du Riblon. Franchement, même quand tu la revois maintenant, tu fais, ah ouais, quand même, il y a un truc, quoi. Ah ouais, c'est ma Madeleine de Proust, hein, mais mais ouais, après, voilà, c'est vrai on n'a pas la grande victoire comme on a pu avoir avec Alaphilippe, par exemple, de 2020, 2021, etc. Mais c'est quand même important, puis c'est aussi des jeunes coureurs. Tous ceux qu'on a cités là, c'est des coureurs qui sont en train de progresser et qui petit à petit arrivent au très très haut niveau. Et même chez les anciens, parce que tu cites Alaphilippe, oui. Sa victoire à Québec, on l'a pas vu arriver. Hein. Oui, oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, faut pas l'oublier. Bah Philippe, il fait sa meilleure saison depuis longtemps, hein. Franchement. Il fait quand même une très belle saison, Alaphilippe. Ah c'est sûr, hein. Il a une seule victoire cette année, mais c'est quand même c'est à Québec, c'est pas rien. Il l'a fait d'une belle manière. Il s'est montré en échappé plusieurs fois sur le Tour de France. Il fait top 5 au Tour de Suisse aussi. Top 5 au Tour de Suisse, ça c'est incroyable, ça personne n'attendait. Hein. Ouais. Donc non, il y a plein de choses intéressantes à noter. J'avais aussi je vois Dorian Godon qui est parmi les premiers Français au classement UCI, le champion de France, qui lui aussi sera chez Ineos l'an prochain.
sans compter sur un Paul Sexas dont on reparlera encore longtemps, un Pavel Sivakov qui a fait deuxième à Québec justement, qui a été lui aussi un équipier assez important au sein de l'équipe UAE. Bref, beaucoup de noms. Mais en tout cas, parmi vous, c'est du coup plutôt Kevin Vauquelin qui l'emporte, par 2 voix contre 1 contre Paul Magnier. On va prendre ça comme bilan, en tout cas, pour ce podcast. Mais après avoir parlé des coureurs internationaux français chez les hommes comme chez les femmes, on va finir par 2 plus petites catégories. Déjà, sur l'ensemble de la saison, messieurs, qui est-ce que vous noteriez comme révélation vraiment de cette année 2025 ? Mickaël, je vais te laisser commencer. Est-ce qu'il y a un coureur comme ça qui te saute aux yeux ? Matthew Brennan, qui l'année dernière débutait avec la Visma, avec l'équipe entre guillemets BIS, avec la réserve. enfin l'équipe développement. Et cette année, il a été intégré à l'équipe hors tour et il a gagné un nombre de courses impressionnant pour une personne de 20 ans. C'est une saison incroyable parce que bon, quand il était jeune, il était quand même bon, là on connaissait un peu, mais pas à ce point-là. Non, franchement. La révélation, pour moi, c'est lui. C'est vrai que Paul Magnier, vu que j'aurais presque pu le mettre là-dedans, mais bon, il avait comme peut-être couru un peu plus, mais non, Brennan. Ouais, c'est vrai que Matthew Brennan, il y a ce côté où si on regarde par rapport à un sprinter précédent qui a percé chez Visma Lease the Bike, Olaf Koy, on l'avait vu vraiment arriver petit à petit dans la réserve, alors que Matthew Brennan, l'année dernière, je vais vérifier, mais il me semble c'est juste une seule victoire. Bon, quand même, sur 3 victoires, le 2 courses en Croatie au début de saison, plus une étape du Giro Espoir. Mais cette année, il en est à 14. C'est pas la même chose. Ça fait une sacrée grosse première saison chez les pros. Puis certaines avec une certaine force et une certaine intelligence de course en plus. C'était pas juste en sprint. Notamment peut-être la manière dont il a contrôlé le Grand Prix de Denain après les pavés, par exemple. Ah oui, c'est pas toujours le même style. Hein. Je parlais d'Olaf Koy, c'est pas le même style de coureur qu'Olaf Koy. Matthew Brennan est plus un coureur peut-être qu'à la Peter Sagan peut-être. Compliqué de comparer. Non, mais dans le Sagan, oui, compliqué, mais dans le style un sprinter qui sait très très bien passer des bosses, ou l'inverse, un puncher qui sait très bien sprinter, je sais pas trop, mais puis qui sait aussi faire des efforts un peu plus longs, mais à la base il vient de la poursuite notamment, parce qu'il avait été champion du monde junior de ça. Donc ça donne des qualités de sprinter un peu particulières, où il est en mesure d'emmener des sprints très longs et de savoir même du coup les passer quand ça monte un peu. À voir avec le temps s'il va plus s'orienter effort de sprint endurance sur des classiques, ou est-ce que ça puisse développer un côté punch, sachant que les deux sont pas antagonistes non plus. Mais ouais, là, c'est les années à venir qui vont un peu déterminer quel type de sprinter il sera, mais ouais. Sacrément costaud en effet. Toi du coup Geoffrey, Matthew Brennan, est-ce que c'est pour toi la révélation de l'année ? C'est une des deux, j'hésitais entre 2 coureurs, parce que c'est 2 coureurs sur des terrains complètement différents. Et l'autre, c'était Matthew Brennan, c'était un des deux que j'avais envie de citer. Et l'autre, c'est Paul Sexas. Alors, pas révélation dans le nom, un nom qui sort alors qu'on n'attendait pas, parce qu'on parlait de lui quand même depuis très longtemps, mais pour sa première année pro, je l'aurais pas vu quasiment gagner une étape du Tour des Alpes, je l'aurais pas vu faire top 10 du Dauphiné. Gagner le Tour de l'Avenir, ça je l'aurais imaginé, mais enfin l'année qui fait, quoi, le top 15 des mondiaux, dans la foulée podium au championnat d'Europe, et puis le top 10 en Lombardie, parce que allez, pourquoi pas, ça dépasse largement ce que j'aurais imaginé d'un néo-pro de 19 ans, et encore qui avait 18 ans quasiment toute l'année. Oui, donc, oui parce qu'il a fêté son 19e anniversaire le 24 septembre en chopant la médaille d'argent sur le relais mixte des mondiaux. Donc il a fait 4 courses cette année en ayant 19 ans. C'est-à-dire. Voilà, et les seules courses qu'il a fait en ayant 19 ans, c'est championnat du monde, championnat d'Europe, Tour de Lombardie. Donc, ça va quand même comme planning de. Ouais. J'ai connu pire, franchement. Vraiment, c'est vrai que c'est
assez impressionnant. C'est vrai qu'il y avait en effet ce côté où Paul Sexas, on pouvait se douter qu'il allait faire une bonne première saison, mais à ce point. Ben c'est ça, on le voit, on se dit, oh la vache, le printemps qu'il fait, il fait ce top 5 ou 6, je sais plus, à la Marseillaise, et après il fait podium dans Paris-Camembert. Pas mal pour un gamin de 18 ans. Et 6 mois après, on s'en fout presque complètement de ces deux résultats-là, quand on voit tout ce qui a été fait derrière. Ouais. Donc voilà, c'est en ça pour moi que je le mets vraiment dans les révélations, parce que... Et on peut aussi noter qu'il a pas gagné cette année chez les pros, mais il a quand même laissé une victoire sur le Tour des Alpes à Nicolas Prudhomme. Alors, certes, on peut dire que Nicolas Prudhomme était plus fort dans l'école sur cette étape-là, qui était la dernière étape du Tour des Alpes. Les deux étaient échappés. Parce que c'est les trucs a posteriori, quand tu vois la saison de Prudhomme, tu fais ouais, non, mais quand même. Oui, c'est le côté Paul Sexas t'aurais pu la prendre, parce que Prudhomme il a fait une super saison derrière aussi. Mais Paul Sexas, au final, une victoire d'étape sur le Tour des Alpes, qu'est-ce que ça va représenter déjà sur sa saison? C'est juste de dire il a gagné, il a pas gagné, mais ça change pas fondamentalement la vie globale sur sa saison, quoi. Ah, et puis ça permet de garder la curiosité de quelle va être sa première victoire pro. Oui, c'est sûr. Puis ça donne aussi un aperçu du type de personne qu'il est aussi, de dire non, moi je vais laisser gagner mon coéquipier. Le type il s'est donné depuis un bon moment, et je crois qu'il avait pas gagné en plus à l'époque, Nicolas Prudhomme. Donc faire un peu ce petit cadeau comme ça contre l'avis des directeurs sportifs, quand t'as 18 ans et demi, pas mal. C'est assez intéressant aussi. Johan, toi de ton côté, qui serait la révélation de cette année 2025? Alors, je pense que je suis d'accord avec Mickaël, la révélation pour moi c'est Mathieu Brennan. Je pense que personne l'attendait à ce niveau, le niveau est incroyable et ses sprints sont incroyables, le niveau général est incroyable parce que même sur les petites classiques il est très très fort. Après moi j'ai envie de citer pour Mathieu Brennan, avant de te laisser donner un deuxième nom, vas-y. Je m'étais noté une stat, si on regarde depuis 2005 et toute la réforme du cyclisme mondial, c'est le deuxième coureur qui a le plus gagné pour une première année pro derrière Marcel Kittel. Marcel Kittel avait 17 victoires en 2011, et là Mathieu Brennan 14, il fait mieux que Mark Cavendish, Caleb Ewan, Mathieu Van Der Poel par exemple. S'il a la même carrière que Kittel, ça va. Hein. C'est assez costaud, ouais. Après moi dans des un peu plus modestes, mais de deux coureurs que j'attendais pas cette année, dont un que j'ai vraiment découvert, c'est Louis Barré Louis Barré je l'ai pas découvert, mais que j'attendais pas du tout à ce niveau, qui a été hyper impressionnant en tant que puncher grimpeur, sur les classiques ardennaises, sur certaines courses, sur le Grand Prix de Montréal, que vraiment j'ai découvert à ce niveau et qui a été très agréable à découvrir à ce niveau, et en tout cas ça fait une nouvelle carte dans le cyclisme français où tu dis ah oui, peut-être qu'il peut aller chercher des choses vraiment intéressantes. Et un coureur que je connaissais pas, qui était fort sur le circuit continental mais que je trouve a vraiment explosé cette année, c'est Lucas Kobis, que moi j'ai totalement découvert et qui a été vraiment hyper agréable à suivre, en plus avec le côté très sympa de l'équipe Nibet et Tsema, avec le côté suivi des fans et tout, échange, et du coup d'avoir ce coureur-là un peu en coureur phare de l'équipe toute la saison, qui est capable d'aller faire des gros résultats dans des grosses courses, de grimper, de sprinter, d'être un peu partout, moi j'ai trouvé très chouette à suivre sur 2025. C'est vrai que c'est deux styles différents. D'un côté, Oui. Louis Barré qui s'est révélé en partant à l'étranger, puisqu'il a quitté Arkea pour aller chez Intermarché. Ça l'a sorti peut-être un peu d'une certaine zone de confort, je crois, de ce qu'il disait plus ou moins. Et de l'autre, Lucas Kobis, qu'on découvre tout simplement, à moins d'être un passionné, d'aller suivre toutes les courses de classe 2 au fin fond de l'Europe de l'Est. Et on en a sur le groupe Eto qui disait mais non, Lucas Kobis, je savais qu'il avait ce niveau. Moi, je connais, j'avais envoyé un DM Insta à Basti Thomas pour lui dire il faut recruter Lucas Kobis, mais en attendant, il fait quand même une sacrée saison. Et comme ça sur les courses de ce niveau, là il gagne une manche de Coupe de France Cholet-Aglo Tour. Il enchaîne les top 5, les top 10, aussi bien en France, en Belgique. Il fait 6ème de l'Open Lop de joueur en début de saison. Champion de Slovaquie. Voilà, c'est deuxième du Tour des Pays-Bas en fin de saison. C'est extrêmement costaud pour un coureur de sa trempe, quoi. Bah, c'est bien, c'est des profils un peu différents. Tu peux t'enthousiasmer sur des coureurs que tu connais pas vraiment, et puis
comme c'est une équipe semi-française, après tu peux avoir des rapports un peu plus simples pour aller vers d'autres profils qui changent un peu de ce que tu pourrais supporter de manière habituelle, donc c'est plutôt cool. C'est sûr, au moins ça apporte un petit côté rafraîchissant, on va dire. Ça, voilà. Après, les recruteurs, si vous voulez aller sur le forum, vous allez trouver des bonnes pioches, mais c'est dangereux parce que vous allez retrouver à recruter des mecs d'Amérique du Sud, des pays que vous connaissez pas, là, ça va. Oh, t'inquiète pas que tous les messages à propos de l'équipe de Basti Thomas, qui passent d'ailleurs quelquefois pour remercier, c'est assez marrant. Mais il y en a plein qui vont te sortir tous les noms de coureurs pépites des équipes obscures du fond de l'Europe de l'Est. Mais en vrai, il y a des trucs intéressants. Après, de là à dire que Niklas Larsen, médaille de bronze du championnat du monde du chrono, qui est la prochaine recrue de l'équipe Unibet Thomas, on le sentait venir. Bon, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en effet, il y a les trucs. On peut noter aussi qu'ils ont recruté Victor Lafay, qui colle pas mal à l'esprit un petit peu de cette équipe. Par contre, après, il faudra voir la saison prochaine avec un Dylan Groenewegen, peut-être que la philosophie en course, notamment sur les étapes de plaine, amènera peut-être un petit peu à changer. Mais bon. Bah, c'est là que tu vois, c'est une vraie équipe française. Ils vont recruter des vieux has-been pour essayer de monter en. Ah, le duo Dylan Groenewegen Wout Poels, ça c'est bon, c'est une bonne équipe française. Ça on y est, c'est bon, y a pas de souci, pas de doute. C'est un recrutement qu'aurait pu typer de ce que AG2R ou d'autres auraient pu faire il y a 10 ans ou 12 ans. Ah, ça fait il y a moins ce que 10-12 ans, hein. Ça fait très recrutement Direct Energy d'il y a 5 ans. Hein. Ah ouais, les Niki Terpstra, Boasson-Hagen, Peter Sagan, ça rentre là-dedans, même bon, allez, j'allais dire Greg Van Avermaet, peut-être pas, mais même Beloki à l'époque. Oui, aussi, oui. Donc ouais, il y a de quoi faire. Bon, au moins ça fait la tradition française, que voulez-vous. Bon, alors, en tout cas, il y a pas mal de noms intéressants. Faut pas citer du Joseba Beloki, parce que je me souviens encore de sa chute, je peux vous dire, ça marque. Hein. Donc, en voyant en direct, ça marque. Hein. Ça... Ah, il a plus marqué pour sa chute que pour ses perfs chez Brioche la boulangère, en effet. C'est sûr. Bon, voilà, en tout cas pour la révélation de l'année, bon, par rapport aux coureuses peloton féminin, Geoffrey t'avait évoqué un petit peu Célia Géry en parlant des françaises, ce serait peut-être le nom qui reviendrait le plus facilement comme révélation aussi. Encore parce qu'elle a surtout couru chez les espoirs, ouais. Quitte à citer un nom Kim Le Course, non, peut-être un peu Kim Le Course dans l'idée de coureuse qui va beaucoup plus loin que ce qu'on aurait imaginé. Sinon, dans un registre un peu différent, Kat Ferguson qui se met à avoir plusieurs très belles perfs, hein, le podium au Trofeo Binda, plusieurs victoires tout au long de l'année. Pour une coureuse qui, même si elle avait gagné à Binche et fait podium à Fourmi l'année dernière, techniquement elle était encore junior l'année dernière. Oui, on la voyait venir, mais voilà. Quand tu gagnes tes premières courses pro alors que t'es encore junior, il y a de quoi faire, ouais. C'est que voilà. C'est quand même plutôt pas mal, mais ouais, la jeune pépite britannique de l'équipe Movistar. Qui fait à la fois de la piste et du cyclocross, donc tout pour te plaire là. Ah bah le combo elle a gagné sur de la piste, elle a gagné du cyclocross et sa première course pro, elle fait podium à Fourmi. Je vais nécessairement suivre toute sa carrière. C'est obligé, c'est obligatoire là, oui. Bon, bah en tout cas voilà, ça permet de noter et relever un petit peu toutes ces jeunes pépites qui ont explosé sur cette saison 2025, puis j'imagine qu'il y en a encore pas mal d'autres. Et pour finir ce podcast, je voulais vous laisser par une petite carte blanche pour finir, voilà, avec alors comme je l'ai dit en intro, on a 35 catégories pour les awards, les votes de fin d'année sur le forum du groupe Eto, donc on fait pas les 35 catégories, mais là pour finir, ça je voulais choisir une catégorie que vous voulez et dire voilà, je vois bien telle catégorie avec tel vainqueur parce que j'ai envie de mettre ça en avant. Yoann, tiens, je vais te laisser commencer pour finir pour finir ce podcast, vas-y. Moi j'ai envie de citer une équipe parce qu'en fait il y a plein de coureurs de l'équipe dont j'ai bien aimé la saison et au début de l'année j'ai dit que j'ai beaucoup aimé leur recrutement et moi ça s'est avéré exactement ce que j'attendais sur la saison. C'est l'équipe Total Energy qui a eu plein de coureurs qui ont fait des choix de saison, qui a été une équipe bien dynamique, qui a bien marché sur le circuit continental et du coup même sur le circuit World Tour pour certaines courses.
avec des Joris Delbov, des Emilien Janière, des Jordan Jegat qui font des super saisons. Je regarde Jegat sa saison où il va finir plein de belles courses placées en montagne et où il va faire un top 10 sur le tour, ça je trouve ça assez incroyable. Emilien Janière qui fait une saison de fou furieux sur les sprints, même s'il y a pas de victoire, qui va faire des podiums sur des grosses classiques. Je trouve ça super chouette. Même en fin de saison, tu te retrouves par exemple au Tour de Hollande à avoir un Ryan Boulawat qui va faire un top 4 sur le Tour de Hollande avec entouré par Turgis et tout pour défendre son général. Enfin, je trouve qu'il y a eu une super dynamique sur cette équipe-là cette année. Et, enfin, en tout cas, je trouve que ça a été une des équipes les plus plaisantes à suivre sur la saison. Et en tout cas, qui par rapport avec son effectif de base, qui est vraiment un effectif de Conti Pro, de milieu de tableau en soi, a vraiment pas maximisé son potentiel, parce qu'il y a deux coureurs qui ont un peu moins marché, mais qui a vraiment bien marqué la saison et qui a même été chercher des belles victoires, comme quand Joris Delbo il va gagner le Tour de Langkawi ou des choses comme ça. Ouais, donc ça fait saison très intéressante, ouais, pour la Total Energy, pas suffisante pour aller chercher les invitations automatiques en World Tour l'an prochain, puisque une OX au-dessus du lot et monte en World Tour, et derrière Tudor Q36.5 avec vraiment des leaders de niveau World Tour. Après c'est pas un petit peu au-dessus, mais c'est pas forcément grave, dans le sens où le Tour de France, je pense que ça devrait aller a priori. Et la question, cette année notamment, c'était plus la question de l'invitation sur les classiques, mais c'est possible qu'il y ait des places qui se libèrent aussi, et que ça soit plus facile de se retrouver sur les classiques flandriennes notamment. Surtout qu'en plus l'équipe a eu des résultats, donc les organisateurs vont peut-être pas faire le coup chaque année de les snobber. Donc à partir du moment où le Tour de France c'est bon et c'est arrivé à avoir les invitations qu'il faut sur les classiques qu'il faut, après limite tant mieux de pas se taper toutes les invites automatiques, même si tu refuses beaucoup du calendrier World Tour à la limite. Du moment que l'équipe continue à être performante et bien marcher et bien tourner, je pense que ça peut suffire en soi, au moins. Là, l'essentiel maintenant, c'est plus de retrouver un sponsor et faire perdurer l'équipe, mais. Oui, parce qu'on sait que Total Energy, le sponsor, est engagé jusqu'à 2026, mais ça semble pas forcément très bien parti pour que l'aventure continue, étant donné qu'ils se sont déjà engagés avec Ineos Grenadiers. Truc un peu particulier, mais bon, bref. En tout cas, l'équipe de Jean-René Barlodeau est encore là l'année prochaine, c'est déjà une bonne nouvelle. Et quand on voit en effet, oui, avec tous les fusions d'équipes, les équipes qui disparaissent et ceci, cela, risque d'y avoir quand même quelques places qui vont se libérer sur les classiques, avec l'arrêt d'Arkea, Intermarché qui fusionne avec Lotto, même juste à regarder les équipes belges, Wagner Bazin va disparaître, donc ça fait une place en moins ça, sur les courses belges. Forcément ça va libérer un petit peu plus de place et on va peut-être pouvoir revoir Anthony Turgis et ses collègues sur le Tour des Flandres, par exemple. Important, intéressant à noter également. Mais c'est vrai que là, sur tout ce côté des équipes qui disparaissent et l'avenir des équipes, bon, c'est pas une très chouette fin d'année. On verra bien ce qu'il en sera. On peut quand même noter au passage qu'on a deux nouvelles équipes, normalement, si tout va bien, au niveau pro team, avec une équipe américaine par Georgine Capi, Modern Adventure, et une équipe italo-hongroise, MHB Balade, si je me trompe pas. Pour revenir à notre carte blanche, Mickaël, qu'est-ce que tu aurais envie de mettre en avant, toi? Je vais peut-être changer d'avis par rapport à ce que j'avais proposé pour laisser à Geoffrey. J'étais justement en train de me dire que j'avais un autre avis, justement, pour le laisser. Trop de politesse. Bon, je pense que tu le défendras mieux, je pense. En fait, c'est en revoyant la catégorie, deux petits trucs vite fait, une positive, une négative. Bon, quand c'est par négatif, parmi les catégories, il y a la déception de l'année. Bon, pour reparler 100 fois, c'est Cofidis, clairement. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et parmi les autres catégories qui ont marqué, la course féminine de l'année. Alors pour moi, la course de l'année, c'est le Tour de France, qui a été très enthousiasmant cette année, pas que pour la victoire de Pauline Ferrand-Prévot, des étapes animées tous les jours. C'est mon coup de cœur de l'année. Alors c'est vrai que pour le coup, cette année, on a séparé en deux, classique de l'année, course par étape de l'année pour les femmes, pour faire comme ce qu'il y a chez les hommes, donc les votes sur le forum en effet en deux catégories, et palmarès c'était Paris-Roubaix en 2023 et le Tour de France en 2024. Et oui, t'évoquais le cas de l'équipe Cofidis qui a fini par descendre, être rétrogradée du World Tour.
avec un changement de manager général très tardif, on va dire, dans la saison. Cédric Vasseur, qui n'est plus le manager général de l'équipe Cofidis et qui a été remplacé par Raphaël Jeune, qui avait des responsabilités chez Look, qui est justement le fournisseur de vélos de l'équipe Cofidis. Geoffrey, pour finir, toi, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant comme ça pour alors, tu avais la même idée que Mickaël. Est-ce que tu t'y tiens ou tu vas changer encore? Parce que la même idée que Mickaël ne l'a pas tenue finalement. Donc, Je vais évoquer 2-3 petits trucs du coup. Est-ce qu'on avait tous les deux pensé à Mats Pedersen, mais après c'est difficile de le mettre dans un award en particulier parce que ce serait plus le award du passe-partout gazier bourrin de l'année qui peut tout faire, surtout s'il pleut, parce que il fait quand même une saison assez folle, un peu la Vuelta, surtout le Giro, et puis entre-temps les classiques, parce que derrière autour de Pogačar et Van Der Poel, il y avait lui quand même sur les Flandriennes, et puis il gagne Wevelgem, avec un beau numéro solitaire. Alors ouais, ouais, beau numéro, ouais, 70, 80 bornes, je sais plus. C'est ça quoi, c'est pas un Wevelgem qui gagne juste au sprint. Ouais. Et déjà avant ça, son début de saison, avec le Paris-Nice qu'il fait, avec des places d'honneur, victoire qu'on pouvait attendre, mais le top 10 à Oron, je pense que on l'avait pas spécialement vu venir, surtout que c'est derrière, il y avait 5 ou 6 échappés devant, donc en fait, si on prend que les mecs qui se tiraient la bourre pour le général, il est top 5, top 6 en gros. Oui, puis le côté marrant, c'est alors, certes, bon, ils ont fini dans le même groupe, mais il finit 2 places devant Matteo Jorgensen, qui remporte le général. C'est ça. Mais bon, voilà quoi, il faisait froid, il pleuvait, donc il était bien. Aime. Voilà. Mais c'est vrai que Mats Pedersen, c'est en effet le type de coureur qu'on peut dire, alors il va être bien classé telle catégorie, partout, mais il va jamais gagner un prix, quoi. Ouais, c'est ça. Sinon, quitte à évoquer 2 autres petits trucs, enfin même 3, tiens, j'y pense que Johan Ryan Boulawat, juste pour l'évoquer aussi, il avait fait une très belle étape à Cassel sur les 4 jours de Dunkerque, et quand je suis présent sur quelques courses et que j'interviewe des coureurs, c'est le premier coureur qui, alors même, déjà à qui je dois expliquer ce qu'il a gagné parce que c'était pas clair le prix d'honneur qu'il avait récupéré, tout en ce que, dans le même interview, lui me demande des nouvelles d'un inscrit sur le forum. Donc, c'est magnifique. C'est original à vivre. Non, plus sérieusement, le moment what the fuck de l'année. Beaucoup plus sérieux. Et alors là, pour le coup, il y a du choix. Ça va être compliqué, là. Ouais, mais je pense que le sprint pour le point de la montagne à Cassel entre Benjamin Thomas et Matteo Vercher, ça reste une de mes préférences. Ouais, c'est pas mal, ouais. Parce que déjà l'image en elle-même, mais en plus Cassel et en plus Benjamin Thomas, donc voilà. Alors que les coureurs qui se trompent de ligne, on l'a tellement vu une fois dans l'année que finalement... Ouais, voilà. Non, sachant avec en plus les deux qui ont l'idée de remettre ça dans la dernière étape. Oui. Et avec je sais plus quel coureur d'Arkea qui s'est dit tiens, je vais vous suivre, alors que non. Laisse-les. Non. Mais sinon, quitte à évoquer quelque chose, parce que je peux pas m'empêcher de parler de la piste, dans la catégorie, on va dire, française sur les autres disciplines, j'ai envie de parler de Marion Boras. Parce que déjà sur la route, il y a un petit cap qui se passe un peu avec sa médaille sur le contre-la-montre au championnat de France et sa présence au relais mix qui a été gagné au championnat d'Europe. Mais sur la piste, alors il n'y a pas eu de titre cette année comme il y avait au championnat d'Europe l'année dernière, mais les médailles au championnat d'Europe et au championnat du monde, avec les championnats du monde avec l'argent sur la Madison et sur l'Omnium et la 4e place en étant vraiment pas loin, en ayant tenté de faire la course et de tenter de gagner. Sur le scratch. C'est ça. Et c'est une coureuse que je suis et que j'apprécie depuis longtemps et je suis très très content de la voir avoir ces résultats-là. Ah, tout à fait, c'est vrai que c'est important de le noter. Il n'y a pas de victoire sur la piste, mais belle saison. Au championnat du monde, non, mais au championnat d'Europe, il y avait quand même eu c'était pratique que Jeffrey Orland ait préféré aller faire du motocross en début d'année et qu'il n'était pas là pour finir la vitesse par équipe. Oui. Mais du coup,
On a les vu en effet, oui, les Français sont champions d'Europe. de vitesse par équipe, c'est vrai. Et ça c'est pas rien, surtout vu la domination néerlandaise actuelle. Quand on voit le palmarès que se fait Harry Lavrezen, Pogacar à côté, c'est un petit joueur. Hein. Ah bah oui, l'occasion éventuellement aussi de parler tant qu'on finit dessus, Harry Lavrizen qui fait le premier à faire le quadruplé sur une même année. C'est monstrueux. Est-ce que ça devient le plus grand pistard de tous les temps? Bah 20 titres de champion du monde quand même. Et il a quoi, 28 ans? À peu près, ouais. C'est, ouais. Bah, il fait les prochains jeux, donc je pense déjà. Bah c'est surtout que le titre de le 20 fois champion du monde, c'est un nombre qui est tellement absurde qu'en fait c'était que les frères Pospisil au cyclobol qui avaient pour l'équipe de Tchécoslovaquie qui gagnait le titre tous les ans dans les années 60, 70, 80 et c'était juste l'occasion d'évoquer voilà pour qu'on ait quelqu'un qui soit 20 fois champion du monde, faut aller chercher ce truc là que personne sait que ça existe ou presque. Et ben non, là ça y est, il y en a un qui Plus maintenant, ouais. Et si on regarde aussi le palmarès de Harry Lavrezen là-dedans, Harry Lavrezen, le néerlandais qui a 28 ans, son premier titre de champion du monde c'était 2018 avec la vitesse par équipe, titre individuel avec la vitesse en 2019, et depuis il a fait que gagner la vitesse individuelle. Si on regarde ses titres 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Sachant qu'il était quand même déjà en finale de la vitesse individuelle en 2017 à Hong Kong pour ses premiers mondiaux. Donc ça place le bonhomme. Et en plus de ça, il se met au fer du kilomètre. Hein. Ouais, hein, voilà, pour dire, bon, Jeffrey Orland, t'en as gagné assez des kilomètres, hein, je peux y aller aussi, moi. J'ai pas le mot, c'est vraiment, c'est incroyable. Quitte à évoquer, avoir un mot en particulier, vas-y, on est plus à ça près. L'année dernière, mais Harry Lavrizen, il a fait au niveau de la mer un temps qui est meilleur que ce qui était le record du monde de François Pervy à Aguascalientes. Ah oui, parce que c'est Matthew Richardson qui était allé battre le record du monde du 200 mètres, spécialement dans un vélodrome au Mexique, je crois. Non, c'est en Turquie. En Turquie. C'est un peu en altitude, c'est moins haut que le Mexique, mais quand même. Ouais. Mais bon là, ça permet de noter tout ça, citer tout ça, on balance des trucs, et puis de toute façon, le vélo ne s'arrête jamais, on a eu de la piste il y a pas longtemps avec les mondiaux, on a le cyclocross. Il y a de quoi faire. Vraiment, il y a de quoi faire. Puis moi, je finirai. J'aurais envie de finir avec un mot aussi pour. On a le award du retraité de l'année. Cette année, il va pas être évident non plus avec tous les coureurs qui tirent leur révérence. Geraint Thomas, il y a Rui Costa, Jakob Fuglsang, Elia Viviani, Alexander Christophe. Chez les femmes, Lizzie Deignan, Hélène Van Dijk. Et si on regarde que les Français, Arnaud Démare, Romain Bardet. Adrien Petit, Pierre Latour, Geoffrey Soupe, Anthony Delaplace, Geoffrey Bouchard, Nance Peters, bref, Eugénie Deval aussi, je vais pas tous les citer, vraiment, il y a une liste incroyable de coureurs, ça permet comme ça de les citer, de les évoquer, c'est important, et puis après même aussi si on regarde en dehors du cyclisme sur route à proprement parler, on a Nino Schurter, l'une des légendes du VTT qui a tiré sa révérence cette année, ça permet aussi de l'évoquer. Vraiment, je nous souhaite bon courage pour les votes de la retraitée de l'année, ça va être pas évident. Eh ben écoutez, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast qui est normalement le dernier podcast à chasse-patate de l'année. Écoutez, merci beaucoup Geoffrey, Johan, Mickaël pour avoir participé, donné votre avis comme ça sur les votes, un petit peu le bilan de la saison. Je vous rappelle que on a les votes dans 35 catégories au total qui sont ouverts sur le forum jusqu'au début du mois de décembre. Ça y va dans tous les sens, plein de catégories, on va laisser le temps à tout le monde de voter petit à petit. Donc il y a du choix, puis on annoncera les votes au fur et à mesure. Eh bien, dans le courant du mois de décembre, on prendra le temps. Puis évidemment, je l'ai cité, l'actuel continue, on a notamment le cyclocross qui s'est bien lancé, qui va continuer tranquillement avec des cyclocross chaque week-end, ça va être encore évidemment magnifique, très intéressant à suivre.
Avec beaucoup de Françaises dans le haut des classements en Belgique en ce moment. Ah là ouais, on a vu, on est quand même pas mal parti cette saison, ça va donner envie de voir la suite. Ben voilà, écoutez, avec tout ça, je vais faire un grand merci général, comme c'est le dernier podcast Chasse-Patate de cette saison 2025. Merci Geoffrey, Yoann, Mickaël, merci à tous ceux également qui sont à un moment ou à un autre venus intervenir dans Chasse-Patate. Merci beaucoup à vous toutes et à tous qui nous avez écoutés à un moment ou à un autre de la saison, ou peut-être même tous les podcasts, tous les épisodes, merci beaucoup. En attendant la prochaine saison de Chasse-Patate, eh bien, nous, sur le groupe Eto, on continue. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude évidemment sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Blue Sky. Merci beaucoup à toutes et à tous, bonne fin d'année et à bientôt dans Chasse-Patate.